Monsieur le chef de département des droits de l'homme et Madame la directrice de CRIDAC, Monsieur le président du club des droits de l'homme, distingués invités, chers camarades, tout protocole observé. Lorsqu'on cherche l'apport d'une institution, il faut d'abord connaître cette institution. Connaître sa mission, ses attributions et voir ce qu'elle a contribué dans l'exercice de sa mission. Vous ne pouvez pas inviter un mécanicien, par exemple, pour vous parler de son apport dans les activités de dire le droit. Donc l'activité qui concerne les juges. Il y aura incompatibilité. Donc, ceci veut dire tout simplement que je vais d'abord vous parler de la CNDH, vous définir que c'est la CNDH, sa mission, ses attributions, au premier point. Et le deuxième point va traiter des fonctionnements, donc de l'organisation et du fonctionnement. Et dans mon petit troisième point, c'est la protection de la femme, donc des droits de la femme. Et je vais terminer par l'apport de la CNDH dans la protection de cette femme que d'autres qualifient de vulnérable, vu sa situation au moment des conflits armés. Pour une petite histoire, la Commission nationale des droits de l'homme a une petite histoire liée toujours au conflit armé. Comme vous le savez, que ce soit les profs, Kaline, le chef de département, que ce soit Madame la directrice de CRIDAC, ils ont posé une petite histoire par rapport aux conflits armés en RDC. Ce qui est vrai que la première phase des conflits a abouti à des accords, à des résolutions. Et au niveau du dialogue, il y a eu des accords de Lusaka, au niveau du dialogue intercongolais, il y a eu la résolution. De cette résolution est née 5 institutions d'appui à la démocratie pendant la période de transition. Ces institutions ont fonctionné et parmi ces institutions, il y a eu l'Observatoire national des droits de l'homme. Dans cette salle, il y a des animateurs qui ont animé, donc qui ont contribué à l'existence et au fonctionnement de ces institutions aussi qualifiées d'appui à la démocratie. Après la période de transition, il y a eu la loi donc suprême, la loi fondamentale qu'on a l'habitude d'appeler la Constitution de 2006, qui a fait tout pour d'abord dissoudre de plein droit les 3 institutions et ressusciter que 2 institutions. Donc CENI et CESAC. Mais par après, lorsqu'on lit l'article 222 alinéa 3, on a fait ressusciter par une disposition exceptionnelle pour dire que les autres institutions peuvent, c'est une faculté,
peuvent être créés par une loi organique. C'est sur base de cette disposition que les organisations de la société civile ont cherché un parlementaire pour endosser la proposition de loi dans le langage du droit parlementaire qu'on appelle initiateur de la loi. Comme vous le savez, le domaine d'initiative de loi, c'est un domaine de concurrence. Il y a le gouvernement qui initie des projets et les parlementaires des propositions. Par hasard, le choix est tombé par votre serviteur pour l'initiative de cette proposition de loi. Et à ce moment-là, j'étais sénateur. Et ce qui a fait que on a initié cette proposition de loi en 2008. Il y a eu beaucoup de problèmes pour son adoption par les deux chambres. Et c'est en 2013 que la Commission nationale des droits de l'homme a eu le jour. Aujourd'hui, la Commission nationale des droits de l'homme est définie comme une institution d'appui à la démocratie. Une institution indépendante, pluraliste, apolitique, du sens de l'autonomie administrative, financière et ayant la personnalité juridique. Donc cette définition nous amène à comprendre que seule la loi donne injonction à la Commission nationale des droits de l'homme. C'est ce qui fait que la Commission nationale des droits de l'homme est indépendante, bien sûr, mais aussi travaille sans tenir compte des pressions extérieures. Cette indépendance se traduit aussi à travers sa mission et aussi à partir de ses animateurs. Vous ne pouvez pas chercher à aller à la Commission nationale des droits de l'homme sans avoir l'esprit d'indépendance dans le fonctionnement de cette institution. La Commission nationale des droits de l'homme, elle est aussi définie comme la conseillère de toutes les institutions de la République en matière de droits de l'homme. Lorsqu'il y a une question qui se pose en matière de droits de l'homme, on cherche les avis de la Commission nationale des droits de l'homme. Et c'est ainsi que dans l'accomplissement de sa mission, la CNDH n'est soumise qu'à l'autorité de la loi. Cette indépendance est observée vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis du Parlement, vis-à-vis de l'institution président, même vis-à-vis de la communauté internationale, vis-à-vis des ONG et vis-à-vis d'autres structures qui œuvrent dans les secteurs des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme est composée de 9 membres. Ces membres viennent d'une seule composante. Ce n'est pas comme la CENI qui est tripartite.
la CENI, il y a d'abord des animateurs qui viennent de l'opposition, de la majorité au pouvoir et de la société civile. Mais pour la Commission nationale des droits de l'homme, les animateurs viennent d'une seule composante qui est la société civile, qu'on appelle force vive. Et les 9 membres viennent de 8 forces sociales. Il y a les confessions religieuses, j'ai dit 9 animateurs, mais ils viennent de 8 entités. Première entité sociale, c'est les confessions religieuses qui amènent des animateurs. Il y a les universitaires qui amènent une personne, les syndicats, les ONG des droits de l'homme, les ONG spécifiques des droits de la femme, les personnes vivant avec un handicap et les personnes vivant avec VIH, SIDA. La mission de la CNDH. La CNDH est chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Elle veille au respect des droits de l'homme et des mécanismes de garantie des libertés fondamentales. Lorsque nous parlons de la promotion des droits de l'homme, on fait beaucoup plus allusion à des activités de vulgarisation des textes juridiques nationaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme, à des sensibilisations telles que nous sommes là, nous sommes dans la promotion, à des formations, ateliers. Mais lorsque on parle de la CNDH dans la protection, là on est dans les enquêtes, dans les traitements des plaintes. Comme vous le savez, la CNDH a une procédure de traitement des plaintes. Toute victime de violation des droits de l'homme peut saisir la CNDH et la procédure est gratuite. Donc, il n'y a pas de frais qu'on peut demander à une victime qui veut saisir la CNDH. La CNDH procède à des visites des prisons, ça ce sont des attributions, à des visites des prisons et autres lieux de détention. La CNDH veille au respect des droits de la femme et de l'enfant. La CNDH veille au respect des droits des personnes avec handicap. La CNDH veille au respect des personnes de troisième âge, des personnes avec VIH-Sida, des prisonniers, des réfugiés, des déplacés de guerre, personnes victimes de calamités de tout genre et d'autres groupes vulnérables. Dans le cadre aussi de la promotion, la CNDH fait connaître aux citoyens leurs droits fondamentaux. La CNDH concourt à la promotion de l'éducation civique et de la culture du droit de l'homme pour une meilleure conscience citoyenne. Je suis vraiment, bien que je vais faire la synthèse, terminer toutes les attributions pour vous permettre à la fin de juger l'apport de la CNDH par rapport à ces attributions. Dans les provinces de l'Ituri et de Nord Kivu, impose à l'État congolais de prendre des mesures nécessaires, de respecter et faire respecter
les règles de droit international humanitaire applicables dans les situations de conflit armés, telles que développées par le professeur Dieudonné Kalindji. Donc, les autorités militaires et policières nommées pour gouverner les provinces dans lesquelles l'état de siège est proclamé ont le devoir de veiller au respect du noyau dur des droits de l'homme, conformément à l'article 61 de la Constitution de la RDC, qui stipule en aucun cas, et même lors de l'état de siège où l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de notre Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux ci-après. Il y a droit à la vie, interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, interdiction de l'esclavage et des servitudes, principe de la légalité des infractions et des peines, droit de la défense et droit de recours, interdiction d'emprisonnement pour dette, liberté de pensée, de conscience et de religion. C'est sur base de cette disposition que la CNDH intervient dans la protection des droits de la femme à travers les dénonciations des cas de violation des droits de la femme, l'assistance judiciaire par son unité de protection et l'accompagnement des victimes à des instances compétentes. Donc ici, la CNDH a monté plusieurs stratégies pour protéger les droits de l'homme en général, donc les victimes des droits de l'homme en général, et en particulier les victimes des droits de la femme. Les stratégies montées par la CNDH, c'est beaucoup plus la collaboration avec certains points focaux dans les organisations de défense des droits de l'homme, là où il y a des antennes de la CNDH, il y a la production des rapports et on dénonce les cas de violation des droits de la femme. Et aussi, nous avons une unité, c'est ce qui fait que beaucoup plus dans les recrutements, on a un œil regardant. On a besoin beaucoup plus des avocats. Parce que lorsque un avocat est recruté pour travailler à la CNDH, il cesse de considérer la victime de la CNDH comme son client. Pourquoi? Parce que la victime de la CNDH vient à la CNDH dans une procédure de gratuité. C'est-à-dire, il n'y a pas des honoraires, parce que tout recruté à la CNDH est payé par l'État congolais. Alors, on ne peut pas demander à un avocat engagé à la CNDH de considérer des victimes et les considérer comme des clientes à l'avocat, alors qu'elles sont des victimes de la CNDH. Et cette unité de protection assiste avec des ordres de mission les victimes, même à des instances judiciaires, comme des volontaires. La comparution volontaire des membres de la CNDH, avant, ça faisait... On a rencontré des petites résistances par rapport à d'autres barreaux, mais
quand on s'est mis ensemble pour dire que non, ils viennent parce que ce sont des avocats, mais la différence est qu'ils ne peuvent pas demander des honoraires aux victimes de la CNDH. C'est la CNDH qui prend en charge tout ça. Donc, on accompagne aussi la CNDH. La CNDH est accompagnée par nos amis de parquet, souvent les magistrats qu'on appelle chargés de détention. Dans nos visites, ces magistrats accompagnent la CNDH parce que souvent quand la CNDH est dans des visites et constate des cas des irrégularités, des cas de détention pour des faits bénins, des faits civils ou des faits pour autrui, la CNDH intervient pour faire libérer les victimes de ces cas-là, des faits bénins, faits civils, des faits pour autrui. Dans le cadre des conflits armés, la CNDH se comporte de la même manière que dans la situation de nos conflits. C'est-à-dire, la CNDH procède de la même manière. Intervient pour des cas des femmes, comme nous sommes aujourd'hui, l'honneur est fait pour la femme. Ici, maintenant, je commence la partie de l'apport de la CNDH. Donc, l'apport de la CNDH dans les zones de conflits armés sont la traduction des résultats des activités menées en faveur de la protection de la femme. À titre exemplatif, nous avons eu beaucoup d'informations en rapport avec les violations des droits de la femme en Ituri. D'abord, parce que là, il y a une représentante du bureau de représentation de la CNDH qui est vraiment une combattante, parce que c'est une femme qui est à la tête de la province et nous fait chaque fois la situation des droits de l'homme dans la province de l'Ituri. Et finalement, le président s'est décidé de descendre sur le terrain pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et arrivé à Ituri, on a rencontré le gouverneur militaire, on a rencontré l'ODICIP, on a rencontré le premier président, on a rencontré l'auditeur de garnison, on a rencontré plusieurs parties prenantes de la société civile et finalement, ils nous ont conseillé d'intervenir pour faire libérer les victimes de violations des droits de l'homme. Et les lieux qui étaient indiqués, c'était la prison à Bougny. Alors j'étais obligé de collaborer avec l'ODICIP pour me faire accompagner d'un magistrat chargé de détention. Et en examinant beaucoup de dossiers mis à notre disposition, on avait remarqué que effectivement les femmes étaient victimes. Parce qu'on est intervenu dossier par dossier. On a vu qu'il y avait beaucoup de femmes détenues pour des faits d'autrui. C'est-à-dire quoi? Les militaires interviennent dans une localité. Quand les maris prennent fuite, supposés être rebelles, on arrête les femmes jusqu'à ce que les maris, un jour, pourront se présenter. D'autres, vous les trouvez, c'est dans les cas de conflits de dettes ou des limites des parcelles. Alors,
vraiment, tout juriste, devant de telles situations, ne peut qu'être dépassé par les événements. Finalement, on s'est demandé comment ces dossiers est passé au parquet et on a détenu telle personne. Et d'autres, ce sont soit des histoires de dettes. On a le mari a contracté une dette et que on arrive pour recouvrer la dette, mais malheureusement, le mari est déjà recruté dans les groupes armés et c'est la femme qui sera arrêtée et traduite en justice. On m'appelle René Ngoï, président du club de